Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Pauline Saurin, consultante conseil chez CDB. Et je pourrais me représenter comme ça, ou aussi comme ça, ou comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me représenter comme ça. Parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, ça a été très subtil, mais vous venez tous de rentrer dans le métaverse 4.0 de CDB. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question « Le métavers sera-t-il notre futur lieu de travail ?», nous avons 4 intervenants à qui je vais laisser la parole afin qu'ils puissent se présenter. Bonjour, je suis Michel Ruiz, je suis cofondateur de Genesia. Genesia, c'est une boîte qui travaille, c'est ce qu'on appelle la genèse du Web 3, c'est une société de conseil dans le Web 3. Et sinon, je suis CEO d'une société qui s'appelle Caviar Tech et qui est spécialisée dans la réalité augmentée. Et on va parler de la réalité augmentée par rapport au métaverse. Merci Greg, je suis l'un des cofondateurs d'une plateforme qui s'appelle Work Adventure et c'est là et on crée des mondes virtuels dont je vous ferai une petite démonstration après. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Zolesio, donc je suis directrice générale exécutive de la filiale immobilière du groupe Casino. Nous sommes assez actifs sur les sujets de blockchain en général et donc de metaverse. Et en parallèle, je suis également membre du comité exécutif du groupe Casino. Pascal Ricci, directeur général de CDB, architecte et designer de formation. Et pour l'activité de l'entreprise, Rémi l'a très bien fait il y a quelques instants. À toi, Pauline. Alors, merci à vous 4. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, Michel, on peut lire sur votre site internet « Nous pensons que la réalité augmentée, c'est le web de demain ». Est-ce qu'il serait possible de nous expliquer les grandes notions blockchain, web 3 et évidemment métaverse? Alors, on m'a donné 4 minutes. Hein. Enfin, je vais essayer de faire très très simple. Globalement, métaverse, on s'entend à parler de métaverse comme des environnements 3D persistants. C'est-à-dire, vous imaginez un jeu vidéo qui ne s'arrête jamais, dans lequel vous pouvez avoir des interactions, et surtout dans lequel vous pouvez vous rapprocher le plus possible d'un environnement réel, c'est-à-dire que vous pouvez monétiser vos interactions, vous pouvez avoir des assets digitaux que vous allez posséder vraiment, donc ça c'est une des particularités, entre autres, c'est comme ça qu'on a présenté globalement le métaverse. Aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que ce soit la blockchain qui va permettre de certifier justement ces assets digitaux, que ce soit le Web 3 qui finalement est c'est la nouvelle forme de décentralisation. C'est ça ce qu'on appelle en fait le web de demain. Si je devais résumer le web 2 et le web 3, c'est que le web 2, en fait, souvent on vous a donné cette petite expression, on vous a dit si c'est gratuit, c'est que finalement le produit c'est vous. Okay, le web 2, ce qui a caractérisé le web 2, c'est la centralisation et l'intermédiation, c'est-à-dire la captation de valeur. C'est-à-dire que quand vous allez sur une plateforme, que vous faites quelque chose, au final, votre valeur, elle est captée, elle est revendue et vous récupérez des petits éléments. Une des particularités du Web 3, c'est la décentralisation. Donc ça, c'est la vision à long terme. C'est que chacun va créer sa propre valeur. Et sa propre valeur, elle va lui appartenir directement. Le but, c'est pas qu'il passe par un tiers de confiance. Et pour que cette valeur, elle lui appartienne, eh ben, il va utiliser la blockchain, qui est le meilleur moyen en termes de certification, de sécurité et de transparence. Donc, je peux pas vous faire un cours sur la blockchain ce soir, mais dites-vous bien que c'est comme si c'était un énorme registre. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui certifie les opérations entre deux personnes? Ben, c'est une personne, c'est un tiers de confiance qui écrit tout ce qui se passe dans un registre. Eh ben, la blockchain, en fait, c'est la nouvelle forme de certification. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que, qu'on le veuille ou non, notre environnement digital est en train de se changer à vitesse grand V. C'est-à-dire que la croissance n'a jamais été aussi exponentielle. Alors bien évidemment, on aurait pu rajouter intelligence artificielle, là on l'a pas mis. Peut-être 1 minute ou 30 secondes de plus, mais si je rajoute l'IA à l'intérieur, c'est comme si, en fait, pendant toute l'histoire de l'humanité, finalement, on a eu une croissance qui était relativement régulière. Aujourd'hui, on est incapable de prévoir à 2 mois près la capacité d'un processeur. C'est-à-dire qu'on est dépassé, c'est-à-dire que ça va très 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 vite. Et donc on va être impacté en permanence dans nos métiers, dans ce qu'on va faire, dans notre manière d'échanger avec les autres, dans notre manière de travailler, dans tous les usages vont être révolutionnés. Et en fait, on m'a demandé récemment, mais pourquoi tu t'intéresses autant au Web3, à tout ce qui se passe, à toutes ces nouvelles technologies? J'ai trouvé simplement une petite
une petite parabole en disant, vous voyez, le Web 3, en fait, c'est comme si vous aviez une nouvelle technologie qui allait très vite, et c'est un train, et toutes les 2 minutes, il y a un train qui passe à une grande vitesse. En fait, il faut s'entraîner à regarder quelles sont les ouvertures dans le wagon, parce qu'il va falloir rentrer dedans. Donc il faut regarder le train, il faut tout regarder. Et en fait, on sait que dans ces périodes de transition technologique très forte, l'homme, pour s'adapter, parce que ça, c'est Darwin, quoi, on s'adapte toujours, on est obligé de faire des efforts. Donc aujourd'hui, on est dans une phase, et tout ce temps qu'on est, où il va falloir beaucoup, beaucoup travailler. Pourquoi ? Parce que tout arrive d'un coup, et il va falloir tout réapprendre. Et cette courbe d'apprentissage qui nous attend, elle va demander beaucoup d'efforts. Donc soit on fait l'effort, on rentre dans cette courbe d'apprentissage et on se dit, attention, de toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière, c'est des nouveaux outils, on va se les approprier pour notre travail. Soit on se dit, on regarde le train passer et puis on ne regarde pas l'ouverture du wagon à chaque fois. Et à un moment, quand on va se retourner, on va se dire, il y a quelque chose qui a changé dans notre monde. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et nous, une des particularités, et Pauline parlait de la réalité augmentée, nous on est très sur la réalité augmentée. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la technologie est au service de l'homme et non l'inverse. L'intérêt de la réalité augmentée, je vous ferai des démonstrations tout à l'heure, c'est que finalement on prend du digital et on le met dans notre environnement réel. Mais on a un animal social, l'homme est un animal social. Moi, aujourd'hui, quand on est l'un à côté de l'autre, on peut se parler, on peut se voir. Là, on est tous en contact direct. On va tout faire pour éliminer finalement ce contact de manière technologique, mais je peux vous dire que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, il y a des phases. Et la réalité augmentée, pour nous, on pense que c'est le piédestal vers le métaverse. C'est ce qui va nous permettre finalement de créer le nouveau web. Et quand on parle de nouveau web, il faut imaginer qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le web, soit vous prenez un device, vous prenez votre téléphone et vous faites une recherche sur Google, soit vous allez sur votre ordinateur et vous tapez. Demain, imaginez que le web soit autour de vous. Imaginez, dites-vous bien que les datas, tout existe aujourd'hui. Tous les bâtiments qui sont là autour de nous à Paris, il y a quelque chose à dire. Vous tapez sur Wikipédia, vous allez avoir une information. Demain, quand vous passerez dans ce bâtiment, devant un bâtiment avec vos lunettes, vous direz mais c'est quoi ce bâtiment ? Vous allez poser une question à l'oral et on va vous répondre et on va afficher des informations devant vous. Ce qui est déjà le cas, vous voyez, des informations qui sortent couramment dans la presse dont on ne parle pas du tout, qui sont complètement révolutionnaires. Google, vous connaissez tous Google My Business, c'est quand même finalement la première place de marché au monde. C'est-à-dire que tous les magasins, toutes les boîtes, vous devez être sur Google My Business. Aujourd'hui, Google My Business a été déployé en réalité augmentée dans 20 plus grandes villes du monde. Donc en France, c'est pas encore le cas. Mais aux États-Unis, en fait, quand vous prenez votre téléphone et que vous cherchez votre itinéraire, vous avez un petit bouton. Vous savez, quand vous faites Map, Google Maps, vous regardez votre itinéraire, vous regardez, il y a un petit bouton qui ressemble à un petit carré. Cliquez dessus, vous allez voir ce qui se passe. En fait, la flèche, elle est devant vous dans Paris. Et en fait, vous prenez votre téléphone, vous regardez, et on vous montre la flèche et on vous dit, voilà, vous tournez là-bas, au bout, là, et à vue, vous le voyez, au bout de 800 mètres, vous avez juste à tourner à droite. Vous avez votre flèche, c'est indiqué. Prenez, vous mettez votre téléphone dans la poche. Demain, tous les commerces, c'est déjà le cas. Tout ce qui est Google My Business, tous les commerces référencés sont déjà en réalité augmentée dans les plus grandes villes du monde. Ça va arriver à Paris bientôt. Ça veut dire que vous allez lever votre téléphone et vous verrez tout de suite quels sont les commerces qui sont autour de vous. Vous verrez les notes clients, vous verrez tout ça. Ça veut dire que, en fait, l'enjeu aujourd'hui, il est sur la data. Il y a 2 enjeux. Il y a le premier enjeu, il est sur la data. Puis après, il y a un deuxième enjeu, c'est de souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on bouge très très rapidement parce que si on bouge pas, si on n'agit pas et si on n'intervient pas dans notre futur, je vous prédis un nouveau Google qui va arriver, Ads, et on va payer très cher des emplacements en réel qui nous appartiennent. C'est-à-dire qu'on va nous vendre notre espace. Voilà, j'espère avoir pas été trop pessimiste, mais c'est ma petite explication. Je pense que Pauline, j'ai dû faire plus de 4 minutes quand même. Non ? Écoute, il n'y a pas eu de musique, donc il n'y a pas de musique. On est dans les temps. Donc on est dans les temps. Parfait. Merci Michel. Alors Grégory, à l'heure où on essaye de recréer du lien, comment le métaverse peut-il avoir un impact sur la cohésion d'équipe et l'expérience collaborateur, et est-ce que le métaverse peut devenir un outil au service des RH ? C'est une vaste question. Ce que je vais vous proposer, c'est plutôt que je vous montre ce qu'on a fait. Ça va être beaucoup plus parlant. Vous m'entendez ou pas ? Ouais. Oui. Parce que quand on dit monde virtuel, métaverse, 3D, immersive, réalité, etc., alors ça nous parle, ça parle à tout le monde. Nous, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans les mondes virtuels il y a 3 ans maintenant ? C'était avant tout
pour un problème que vous aviez et qu'on avait. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? On s'est retrouvés chez nous, on s'est retrouvés enfermés, on n'avait plus de relations et on a découvert des outils qui s'appellent Teams, qui s'appellent Slack, qui s'appellent Zoom, qui s'appellent autres et qui étaient pourraves. On va pas se mentir, c'était naze. Le lien, on l'a perdu et passer une journée à enchaîner un Zoom, un autre, ça marche pas, ça fatigue. Et on est en 2023 et ça n'a pas changé. On l'a repris. On a mis en place des accords de télétravail dans les boîtes, etc. Mais les outils n'ont pas forcément évolué. Nous, en 2020, on est une boîte de geeks, on est une boîte de tech. On s'est dit, ce fonctionnement-là, ça marche pas. Pour que ça marche, pour qu'on aille plus loin, il faut qu'on ait une manière de se projeter nous-mêmes dans un monde où on allait pouvoir retrouver nos petits amis. Donc ça, c'est un exemple d'une université aux US qu'on a fait en virtuel. Mais l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai un avatar. Donc c'est le petit bonhomme que vous voyez là, le Greg. Donc qui peut être un NFT, qui peut être sur une blockchain, etc. Ça, à la limite, c'est pas trop important. Et là, il y a un autre avatar qui s'appelle Milan. Et quand je suis au bureau la journée, que j'ai envie d'aller lui poser une question ou d'aller lui demander quelque chose, je vais le voir. Et en fait, instantanément, j'ai ma webcam, j'ai sa webcam, et on va pouvoir discuter. On a remis de la spontanéité dans les échanges. Bon, il est au bar. Voilà, bien évidemment. On a remis de la spontanéité. Comment ça se passe aujourd'hui dans les boîtes dans lesquelles vous travaillez? Vous êtes sur Teams toute la journée. Sur Teams, en moyenne, vous parlez toujours entre 10 et 15 mêmes personnes. Donc, on pourrait toutes les mettre dans un monde virtuel. Vous voyez ce qu'ils font, mais vous avez une vision qui est complètement à plat des échanges. En fait, vous savez pas qui parle avec qui, vous savez pas ce qui est en train de se passer. Nous, on a voulu le respatialiser en disant, tous les avatars aujourd'hui, quand vous travaillez, vous êtes dans la plateforme, et si j'ai envie d'aller poser une question à quelqu'un et j'ai envie d'aller travailler ou échanger tout simplement, bon, voilà, moi, il s'amuse vraiment bien. Je vais pouvoir aller le voir et tout de suite aller échanger. Donc on retrouve la spontanéité de l'interaction. On retrouve aussi le côté qu'on a complètement perdu. Un truc que vous avez tous connu dans vos boîtes, c'est la machine à café virtuelle. On s'est dit, on va faire un truc génial, les gens vont se retrouver de manière totalement spontanée. On va faire un Teams qui tourne toute la journée. Il n'y a jamais eu personne dedans. Hein. Donc là, le côté d'avoir un avatar qui est spatialisé, donc ça vous projette vous-même quelque part. Vous dites, ok, je suis disponible pour l'interaction qui peut y avoir avec quelqu'un qui vient de me voir de manière totalement fortuite. Et après, à l'intérieur de ces mondes virtuels, on a intégré beaucoup d'outils qui vous permettent de collaborer de manière quotidienne, du Miro, toute la suite Google, etc. Donc l'idée, c'était bien d'avoir la spatialisation de l'humain, retrouver les relations qui nous faisaient défaut avec les outils actuels qu'on n'a pas du tout en mettant en plus tous les outils collaboratifs. Et après, si on veut faire tourner sur une blockchain, si on veut faire du NFT, etc., on peut le faire, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse en tant que métaverse, alors j'aime pas trop le terme métaverse, je préfère dire le terme de monde virtuel, c'est réhumaniser, réenchanter l'expérience qu'on peut avoir avec ses collaborateurs, avec une équipe au sein d'une BU. On va pas mettre une boîte entière qui fait 10 000 salariés tout ensemble dans un même monde. Ça n'a pas de sens. Au même titre que vous parlez pas à ces 10 000 personnes via Teams ou via autre. Bon, ils s'amusent bien. Voilà. On est une boîte très sérieuse. Hein. On s'amuse beaucoup, mais on est une boîte très sérieuse. Donc aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Demain, quand vous êtes dans un grand groupe, avoir une division qui a ses 100 collaborateurs dans une plateforme, ses 200 autres, ses 15, etc. Et en fait, ça crée suffisamment de liens. Et si on veut faire des ponts entre ces différents mondes virtuels, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est basé sur un truc qui fonctionne vachement bien, qui s'appelle Internet, et qui permet de faire des liens. Donc vous voyez ma page, donc derrière, il y a une technologie, mais en fait, c'est un lien web, c'est comme une URL. Et si je veux lier cette URL avec un autre monde, je vais pouvoir le faire. Donc, je vais pouvoir connecter mes bureaux à l'infini, si tant est que j'ai la nécessité de le faire. Donc, nous, aujourd'hui, notre credo, depuis 3 ans maintenant, parce que ça fait 3 ans qu'on a fait ça, c'est vraiment se dire, on est en 2023, on a besoin d'avoir des outils qui permettent de se rencontrer entre nous, en travaillant de manière beaucoup plus sympa, et surtout pousser la relation fortuite, celle à laquelle on s'attendait pas du tout, pour tout simplement développer son réseau en interne dans une boîte, parce qu'aujourd'hui, votre réseau en interne dans les boîtes, dans les groupes dans lesquels vous arrivez, si vous faites que 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, en fait, vous voyez toujours la même personne, et vous voyez moins de gens. Vous êtes moins motivé, vous êtes moins productif, etc. Donc après, on va sur l'échelle de la productivité et de la performance des boîtes. Mais la mise en place
l'intégration de monde virtuel dans les boîtes, on a juste 2 KPI, parce qu'il n'y a pas de musique, hein, donc je peux parler toute la nuit là. Bah oui. Mais bah oui. en termes de KPI aujourd'hui, tout ce qu'on a mesuré dans les boîtes, c'est qu'au sein d'une équipe, c'est 50% d'emails en moins sur une journée. Donc vous prenez tous vos mails, vous les divisez par 2, et c'est 70% de notifs dans vos messageries. Donc vous faites le calcul, vous regardez votre messagerie, combien de fois ça pop, vos emails, combien de fois ça pop, et ben ça vous le réduisez, et en plus vous avez vraiment du lien avec vos collaborateurs, et vous pouvez les connaître, et en plus c'est super aussi pour les managers pour fliquer comment ça se passe. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ils l'utilisent aussi un petit peu pour ça. C'est pour ça qu'ils aiment bien cette vision qu'on appelle la God's View, où on voit tout ce qui se passe dans un bureau, toutes les relations. Voilà. Merci. D'autres trucs ? On est bon. Eh ben on est top. Merci Grégory. Donc tu as pu nous expliquer sur l'intérêt d'avoir un outil comme les métaverses pour pouvoir créer du lien. Mais concrètement, comment travailler au quotidien dans le métaverse ? Stéphanie, est-ce une utopie car nous sommes en recherche constante d'évasion ou une réalité ? Eh bien, les deux, mon capitaine. Je vous fais une réponse de Normand. Je pense que, évidemment, les métaverses et tout ce que ça sous-tend comme imaginaire répond à une forme d'évasion de nos modes de travail, de nouveautés aussi dont on a besoin. On parlait de lassitude, on l'a tous, je crois, vécu dans ces périodes de confinement, et je suis très heureuse de voir qu'il y a des super initiatives qui en sont nées. Mais globalement, on a besoin de réenchanter notre rapport au travail, tout court, notre rapport au bureau, aux collègues, aux liens sociaux, etc. Et donc, il est absolument séduisant de se dire que on va vers un monde tout métaverse, avec de la technologie qui elle-même fait un peu fantasmer aussi sur tout ce qu'elle permet, etc. Pour autant, je resterai assez mesurée et je répondrai que c'est une forme d'hybridation nouvelle de nos modes de travail et donc de l'espace dans lequel on travaille, qui est certainement souhaitable sur certains usages. À titre personnel, ça n'engage que moi, qui n'est pas forcément souhaitable sur une totalité de journée, sur une totalité de semaine, d'année. Vous prenez la dimension temporelle que vous voulez, mais qui nous permet d'avoir dans cette hybridation des modes et des modalités assez différents. En réalité, quand vous allez, et on l'a bien vu dans l'exemple que tu montrais, quand vous avez envie d'une interaction à la fin qui reste physique malgré un distanciel, le metaverse peut être une façon d'entrer en contact avec quelqu'un pour le ramener finalement sur quelque chose qui... Ah, c'est moi ou... Pas de bol, moi j'ai pas le droit de parler. Ça permet, donc je vais vite. Ça permet de ring the bell, voilà, de ramener quelqu'un à une forme d'interaction qui reste malgré tout IRL, donc in real life, de se dire bon bah voilà, on allume nos webcams et à la fin ça finit quand même sur un usage qu'on connaît. Vous avez, et peut-être on le verra après, d'autres façons aussi d'agir dans les métaverses. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a plein de types de plateformes de métaverses différents et plein de solutions technologiques différentes. Donc déjà, il faut bien faire la différence, parce que vous allez avoir des métaverses avec des devices très simples, avec un simple téléphone, un clavier, une souris et vos ordinateurs classiques. Vous allez aussi avoir des métaverses qui nécessitent des cartes graphiques beaucoup plus technologiquement avancées et un peu de matériel, des casques de réalité augmentée, etc. Donc quand vous avez le casque là sur les yeux, c'est idiot, mais je peux pas en même temps répondre à mon téléphone et envoyer des SMS. Je peux pas en même temps faire défiler les photos parce que ce qu'on me dit m'intéresse pas. Et donc des réunions où vous avez besoin d'avoir quelqu'un de très concentré, un COMEX qui a besoin d'être absolument présent dans les décisions qui sont en train d'être prises, etc. Et ben c'est idiot, mais en fait vous pouvez aussi détourner du réel grâce à cette technologie et selon les usages que vous aurez choisis. J'aime bien prendre ces détours pour répondre à cette question, parce qu'en réalité, l'utopie est toujours vécue comme un truc où on vient s'évader d'un réel pour quelque chose de plus fantasmé, etc. Mais parfois, c'est le réel qui est le piège. Et quand on comprend ça, et quand on regarde sa journée de travail un peu différemment, en disant à quel moment la technologie m'a permis de me concentrer, à quel moment elle m'a déconcentré, parce que les deux sont possibles,
Je pense qu'on répond en fait à comment intégrer ces nouveaux systèmes dans nos modes de travail. Et pour moi, la bonne réponse, c'est l'hybridation. Parce qu'en termes de concentration, par ailleurs, avoir un écran là toute la journée, je pense que c'est peut-être pas très bon pour la santé. Voilà, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut aussi savoir quel est, moi je suis une obsédée, vous le verrez dans toutes mes réponses, de l'usage. Quel est l'usage qu'on veut en faire? À partir du moment où l'usage est clair, je veux aller dans des espaces différents. Vous ne ferez pas les mêmes réunions à la machine à café, dans une salle de congrès ou dans un couloir, peut-être. De la même façon, je pense qu'on ne doit plus faire les mêmes réunions et les mêmes interactions selon l'usage qu'on va vouloir sortir de cette réunion, selon la finalité, etc. Et à ce titre, même au sein d'un métaverse, de la même façon qu'au sein de bureaux physiques, vous allez avoir des espaces qui sont bien segmentés et différenciés. Dans une plateforme métaverse, il est intéressant d'avoir un espace de créativité. Quelque part, c'est l'équivalent du post-it que vous allez poser sur le mur pour que tous ensemble on réfléchisse. Et quand cette session-là est terminée, vous allez emmener votre codir, par exemple, discuter dans un forum qui est organisé comme un forum, ou voilà. Et vous allez ensuite avoir un espace d'amphithéâtre, peut-être pour des formations, et ainsi de suite. Et c'est intéressant parce que ça relaisse de la place à la créativité et surtout, et vous le disiez tous les deux très bien, à l'usage, mais aussi à la propriété. On redevient acteur, non seulement de ces actifs, de ces digital assets, parce qu'on peut avoir des diplômes certifiants infalsifiables grâce à la blockchain. Il y a tout un tas de possibilités. On peut ramener des choses et ces objets NFT, en fait, dans un univers métaverse, mais ça permet de reprendre vraiment possession et de redevenir acteur de sa réunion, acteur de sa décision et de la cranter dans un espace qui est très différent. Je pense que l'usage des deux est en fait clé et primordial. Et aujourd'hui, moi je viens du monde retail, vous l'avez compris. Dans un centre commercial, quand j'ai commencé il y a 15 ans à travailler dans les centres commerciaux, on m'expliquait que ce serait soit tout physique, soit tout digital, mais que les magasins, ils étaient soit online, soit in-store. Je pense que 15 ans après, ça nous fait beaucoup rire d'entendre ça. Ces derniers mois nous l'ont encore prouvé. Et de la même façon, le bureau n'est pas tout physique, tout Teams ou tout Metaverse. Je pense que c'est juste un bon dosage et que chaque dosage est dépendant en fait, de la société et de la personnalité de son dirigeant, de son équipe et de ce qu'on veut y faire. Merci Stéphanie. Donc le travail de demain va être hybride. Pascal, tu as connu les différentes évolutions du bureau. Bureau ouvert, bureau fermé, open space, flex office, et l'impact sur le collaborateur et le management ou encore les aménagements. À tes yeux, comment le bureau devra-t-il s'adapter à cette hybridation ? Alors cette hybridation, elle est intéressante, et j'aime bien quand tu dis les deux mon capitaine. Cette hybridation, elle est intéressante parce qu'en fait, elle est perpétuelle, et les bureaux, en fait, évoluent depuis très très longtemps. On s'en rend beaucoup moins compte. Et aujourd'hui, une des grandes difficultés qu'on va avoir dans les environnements de travail, parce que c'est pour ça les deux mon capitaine, c'est de faire cette synthèse entre le métaverse et les bureaux réels. Tu disais, il y a la technologie, c'est un train, ça avance très vite, et c'est à très grande vitesse. Je vous montre juste un truc et vous allez comprendre, mais ça a changé beaucoup de choses en fait dans notre manière de concevoir nos environnements de travail, notre manière de vivre au quotidien, dans la manière d'interagir aussi avec les autres. Ça a changé notre rapport au temps et nos environnements de travail en ont dépendu complètement. C'est une technologie qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps, une vingtaine d'années je crois, voilà, et qui a induit tout un tas de transformations sociétales assez profondes qu'on vit encore aujourd'hui. Donc le métaverse, elle va pas nous faire échapper à ces mutations. Je vous montre peut-être, un truc qui me montre un peu peut-être la difficulté qu'on va avoir nous en tant qu'architectes, designers et concepteurs d'environnement de travail. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Ready Player One, un film de Steven Spielberg. Ça parle à beaucoup de monde. Non, en fait, c'est une exploration du métaverse. Et on voit effectivement des individus réels qui se projettent dans un métaverse. Il y a un truc qui est intéressant dans le film, c'est pour comprendre en fait le rapport à l'autre, un moment pour induire effectivement cette relation sociale, tu parlais d'animal social, le fait de toucher l'autre est illustré par une onde visuelle au contact. Et l'autre joueur, effectivement, a une veste haptique qui concentre le geste, et donc j'ai cette relation physique qui s'établit, parce qu'en fait, effectivement, ça peut pas être que digital, sinon ça peut pas exister. Cette technologie évolue,
Et l'autre exemple que je pourrais vous donner, si vous avez aussi été à des conférences avec quelqu'un en face de vous en réel, ou face à un écran, j'ai vécu cette scène-là qui était assez édifiante, quand vous écoutez quelqu'un en face de vous, quand il a fini son discours, si effectivement il est passionnant et qu'il vous entraîne, vous sentez quelque chose, il y a une émanation physique, on est en train de communiquer, et à la fin du discours, les gens se lèvent et l'applaudissent. Les gens qui sont face à l'écran à côté, eux ne se lèvent pas, n'applaudissent pas. Juste pour vous dire que le métaverse a cet enjeu de créer ce lien social, de renforcer l'animal social. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et effectivement, on va devoir passer par les espaces de travail pour nous permettre de construire notre relation sociale. On est face à des enjeux. On est en train de parler d'un monde qui est extrêmement fragilisé, beaucoup d'anxiété. Et aujourd'hui, un des enjeux pour les entreprises, c'est de créer de la cohésion. Alors chez CDB, on parle beaucoup plutôt de concepts. Tu parlais d'hybridation. Nous, on est beaucoup plus sur l'idée de la très haute intensité collaborative. Et dans le collaboratif, j'y mets la relation entre les autres. Évidemment, la collaboration, le fait de travailler ensemble, la cohésion. C'est une dimension qui est beaucoup plus vaste. Et ça va être un des éléments de succès, justement, de l'intégration des métaverses dans les environnements de travail. Le métaverse va être un environnement digital qui va permettre aussi, c'est ça qui est passionnant, tu montres ton exemple. Moi, je vois plutôt, je commence à explorer plutôt des milliers d'univers à la main des entreprises pour aller encore plus loin dans notre capacité à explorer de la collaboration. Par contre, il y a un truc aujourd'hui qui est indissociable. On est des animaux sociaux, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se voir, et on a tous expérimenté pendant le confinement une lassitude profonde. Il y a quelques études qui commencent à le montrer. On a tous perdu des stocks d'ocytocine, vous savez, c'est une hormone qui est chez nous et qui est uniquement liée au contact humain. Le fait d'être avec les autres, de partager des moments, comme on est en train de le faire là. Il n'y a personne dans le métaverse qui prend des coups. Ça n'existe pas d'aller au bar dans le métaverse. D'ailleurs, en fait, ils étaient en train de prendre des coups ensemble. Ils avaient l'air plutôt très, très heureux. Ça faisait la blague, c'était sympa. Mais ils ne sont pas venus vous proposer de prendre un verre. Ça, c'est pas des interactions qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Voilà. Donc ça, c'est un des trucs dans les bureaux qui va être clé demain. Comment justement je vais renforcer cette cohésion sociale dans l'entreprise, qui va être un vrai enjeu justement aussi pour fédérer, fidéliser à long terme mes collaborateurs et intégrer la raison d'être de l'entreprise. Enfin, je crois que c'est un des vrais enjeux. Merci Pascal. Donc il sera important que le bureau puisse intégrer cette nouvelle forme de travail. Michel, comment est-ce que le métaverse peut venir améliorer le quotidien des collaborateurs? Et est-ce que tu as un exemple à nous montrer? Ça tombe bien. Vous partagez quelques petites démonstrations. Je ne prends pas de micro, je pense que ça va être difficile, le téléphone. On a des limites, on n'a pas de lunettes encore. Là, j'ai une voix qui force un peu, ça devrait fonctionner. Je vais vous dire quel a été le point de départ pour nous sur la partie métaverse et réalité augmentée. Ça a été le Covid. Vous allez me dire, ouais, encore le Covid. Pour la petite histoire, j'étais directeur marketing d'un groupe dans le tourisme pendant 4 ans. Mon plus gros trip, c'est le voyage. J'ai fait 2 fois le tour du monde. Quand on m'a dit, tu voyages plus, vous rigolez là. Moi, je vais tuer tout le monde. Alors j'ai dit, ok, on va faire une application. La première chose qu'on va faire, c'est une application pour voyager, pour se téléporter. La première application qu'on a fait, c'est une application qui s'appelle Caviar Gate. Elle était téléchargée à plus de 50 000 exemplaires. On s'est dit, ben c'est quoi? On va essayer de retrouver finalement une unité de lieu. J'ai envie d'aller quelque part. Et l'unité de lieu, c'est hyper important. Vous savez, dans le théâtre classique de Molière, il y a 3 unités. Il y a l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité de lieu. L'unité de temps et d'action, on les a réconciliés depuis l'invention du téléphone. C'est-à-dire qu'on peut se parler en même temps, on est synchronisé. Par contre, l'unité de lieu, on s'est rendu compte qu'on avait beau faire ce qu'on voulait, on n'était pas au même endroit. Et qu'il faut essayer de trouver quelque chose, des dispositifs, finalement, pour retrouver un usage et se dire, ok, on n'est pas au même endroit, mais est-ce qu'on peut se retrouver dans le même endroit sans être au même endroit? Donc on a fait une application qui s'appelle Caviar Gate. Donc on s'est dit, bah voilà, moi j'aime le voyage, et j'ai dit, bah tiens, j'aimerais bien aller à Saint-Malo. Parce que je suis à Paris, je ne suis pas à Saint-Malo. Donc je vais appuyer sur Saint-Malo, je vais venir ici, je vais scanner mon sol, et vous voyez, je vais faire apparaître une porte devant moi. Je vais régler la taille de ma porte. Voilà. La porte elle est ici. Okay. Alors, je ne sais pas si vous aurez le son, parce que je ne pense pas que le son soit relayé sur la tête. Et si j'avance, en fait,
je me retrouve à la mer, je suis à Saint-Malo, c'est hyper cool. Si je fais ça, bah, ah, il y a l'autre monde là-bas. Il fait encore jour à Saint-Malo. Voilà, alors, bah ouais, il fait encore jour. C'est ça qui est cool. Quand en direct, il fait encore jour. Et là, finalement, je vais repasser de l'autre côté et je vais repasser dans cet autre environnement. C'est un artifice que vous avez vu. C'est un artifice, c'est la réalité augmentée. La vérité, c'est que c'est immersif. Vous savez quoi, les gens, quand ils voient la porte comme ça, ben, ils baissent la tête. Mais je dis, mais vous, rien vous arriver, là, la porte, elle n'existe pas. Ben, ils baissent la tête, vous voyez, parce qu'il se passe quelque chose. Et puis quand on a fait ça, on s'est dit, ben, ok, ça veut dire que je peux mettre des pays, à la limite, je peux mettre des tiers-lieux. Ouais, je pourrais mettre, par exemple, visiter une galerie d'art, visiter ce que je veux, un magasin, un casino, je cherche parce que... exactement, voilà. Alors nous, il faut savoir qu'on a vendu ça sur des applications de tourisme pour des visites d'hôtels. Mais là, vous voyez, je me suis dit, tiens, imaginons que j'ai des espaces de coworking à vendre. Voilà, donc hop, je vais faire ça, je fais exactement la même chose. Puis là, vous voyez, hop, là, j'arrive, ok, je peux visiter l'espace, je peux regarder, je peux me balader dedans. Puis au bout d'un moment, je vais dire, mais attends, c'est où ça? Bah, je vais cliquer ici, hop là, je l'ai enlevé, voilà. Hop. Et puis, bah, je vais pouvoir aller sur le site, voir de quoi on parle. Okay, donc ça, c'est tout simple. Là, je vous ai montré une application, il y a 2 boutons. Quand on me dit comme ça, c'est quoi le plus compliqué dans ton travail? Chaque fois, je dis la même chose. Je dis, le plus compliqué, c'est de faire simple. C'est ça qui est le plus compliqué. Pour moi, le plus compliqué, c'est de faire simple. Je suis un admirateur d'Apple, on va me dire encore un gourou. Mais Apple, en fait, il a trouvé ça. C'est-à-dire qu'il passe énormément de temps pour rendre les choses simples. Donc une fois qu'on avait fait ça, on s'est dit, ben, ce qu'il faudrait, c'est pourquoi on ne ferait pas un musée? Pourquoi on n'irait pas mettre des choses à l'intérieur? Toujours cette unité de lieu. On va vous faire une démonstration. Je vais vous prendre en photo et je vais vous mettre dans un musée du 18e. Alors vous allez me dire, ici, je fais n'importe quoi. Enfin, je prends la photo. Ah, souriez quand même. Voilà, c'est plus sympa. Et là, on se dit, ben, on va aller faire une expo. Pourquoi? Parce que finalement, cette unité de lieu, est-ce que je suis capable de recréer des environnements, de me sentir à l'intérieur et de simuler des choses très facilement avec un téléphone? Donc on s'est dit, ok, on va le faire un musée. Je vais dans mes photos, ici, puis voilà, je vais commencer à mettre des photos. Ok, voilà, j'ai pris des photos dans la rue tout à l'heure, non, voilà, c'est ça. Ces photos-là, j'ai envie de les voir dans un musée. Je vais faire commencer l'expérience. Je reprends toujours le même système, je place ma porte. Et là, alors vous n'avez pas le son, mais normalement il y a quelqu'un qui parle dans le musée. Le son ne revient pas. Si j'avance, hop, vous voyez, vous êtes là, vous êtes en photo, sous forme de tableau. C'est moi qui ai mal pris, hein, en bas c'est mon doigt en fait. C'est mauvais sur la photo. Vous voyez, celle-là j'ai bien pris tout à l'heure, on la voit bien. Mais par contre, cette scène, elle est à taille réelle. Ce qu'on appelle une scène Unity. C'est-à-dire que si je me déplace, au bout d'un moment, alors forcément je suis limité, hein, mais je vois ce qui se passe, et puis toujours pareil, ben là j'ai ma sortie. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, bah, ça veut dire qu'on peut tout faire, on peut faire des musées, on peut faire des expériences, etc. On peut inviter des gens. Donc on nous a dit, ok, fais la même chose. Et nous, ce qui nous plaît finalement dans ce dispositif, c'est que je m'adresse à tout le monde. Tout le monde a un téléphone dans la poche. Et quand je dis j'organise un événement, donc on a commencé à organiser des événements, on a profité des ventes des NFT, etc. pour organiser des événements. Donc là, je vais voir hop, si j'ai du réseau, sinon je vais passer une autre démonstration. Hop. Donc on a fait exactement la même chose que vous avez vu sur le musée, où vous avez un code d'accès, vous rentrez, vous avez un événement, vous voyez des choses. Donc ça a été la première, une des premières applications. Deuxième application, c'est se dire, c'est bien beau ton truc, tu nous as montré des visites, mais en fait, imaginons qu'on soit à des endroits différents et qu'on veuille voir exactement la même chose. Je vous donne un exemple de prototypage. Vous avez créé un nouveau produit. Vous devez le montrer, il y a une personne qui est à New York, une personne qui est à Madrid, une personne qui est à Paris. Comment vous faites pour voir le produit en même temps? C'est un prototype. Si vous l'envoyez par la poste, vous prenez un risque. Que quelqu'un pique votre prototype. Il faut aller là-bas, il faut déplacer, c'est beaucoup de monde. Si vous regardez le prototype devant votre écran en 3D, il sera toujours à plat. C'est très compliqué. Là, nous, on s'est dit qu'on allait faire une application qui s'appelle Snewbar. Ça veut dire Show a New Product in Augmented Reality. Comment montrer un nouveau produit en réalité augmentée. Et là, je vais vous prendre par exemple, alors il y a beaucoup d'exemples là, et des appartements. On va prendre une œuvre d'art. Ok. Et on va créer une réunion
Et on va rentrer dans cette réunion avec Vandar. J'espère que je vais avoir du réseau parce que... Hop, je recommence. Ça vient pas. Ah, quand même, je ne vais pas faire une démonstration à la Donald pour les vieux, pour les boomers. Bon, voilà. Quand j'arrive, je fais des conférences dans les universités, je parle de Bonaldi, laisse tomber. Donc, imaginons qu'on veuille parler en même temps de la même chose, de cette fameuse œuvre d'art ou ce fameux produit. Okay. Donc, on crée un lien de réunion, on va envoyer le produit, et le produit, on va le mettre devant nous. Donc, vous voyez, il est ici. Et tu t'es rentré dessus. Ouais, et donc Antoine, par exemple, va rentrer dans la réunion et on va pouvoir échanger sur ce produit en temps réel. Moi, je vais pouvoir aller voir les détails, je vais pouvoir regarder exactement, faire le tour. Au bout d'un moment, je vais dire non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Allez, je vais arriver et je vais mettre un post-it. Voilà, hop. Couleur. Je l'ai mal écrit. Hein, hop. Et je vais venir poser un post-it ici. La personne qui est à San Francisco, elle a vu exactement l'endroit où j'ai posé le post-it. Quand je vous montre ça, ça a l'air beau. Ben, en fait, c'est un an de développement, les téléphones ils chauffaient, ils nous tombaient les mains. S'il y a beaucoup de data, il y a ça travaille, on va chercher l'asset, etc. Là, par exemple, Antoine, t'es rentré, non? Voilà. Antoine va rentrer, vous avez un petit micro en haut, et vous allez parler. Donc on a rentré jusqu'à 10 personnes. Et là, je rejoins ce que disait Stéphanie tout à l'heure. Ça, là, je ne peux pas faire semblant. Hein. Quand je fais une réunion comme ça, je peux vous assurer que je ne peux pas regarder Netflix en même temps. Hein. Tout le monde le voit. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas présent à la réunion. Donc, on n'est pas au même endroit, on participe à la même réunion et on interagit. Et on interagit, pourquoi? Parce qu'à un moment, on va poser des questions. On va aller proposer des idées. Ces idées vont être publiées dans un fil. Je vais pouvoir ensuite voter pour ces idées. Et je vais pouvoir finalement interagir exactement comme je veux, autant de fois que je veux, et venir donner mon avis sur ce qui se passe, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as pu rentrer. Ah, tu es dedans, voilà. Donc, là, si on parle, je pense qu'il doit y avoir du Larsen. Voilà. Et en plus, moi, j'ai pas de retour son. Donc là, vous voyez, je vous ai montré cet exemple-là. Alors après, bien évidemment, on va pouvoir s'en servir. Ce qui est intéressant sur ce genre d'application, c'est que vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'est pas debout, si je suis sur mon bureau, je ne peux pas le faire. Ben, c'est pas grave, je redéplace mon objet, je vais venir ici le mettre ailleurs, et puis une fois que je vais scanner mon sol, hop, je vais venir le poser là. D'accord? Je vais venir le réduire, et hop, je travaille exactement sur la même session, et j'ai juste déplacé. D'accord? Donc ça, c'est un exemple que je vous ai montré. Et alors, sur le plan d'un appartement, ce qui, à mon avis, a plus de sens, là on est sur un objet, mais vous allez pouvoir faire exactement les mêmes visites. Vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, travailler à taille réelle, et travailler par exemple avec un iPad. Là, ça devient hyper intéressant. Donc pour un ingénieur qui veut faire des réunions à distance, ben là, ça prend tout son sens. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne sur un appartement, parce qu'un appartement, c'est hyper intéressant. Là, on a vu sur un objet. L'appartement, la vente d'un produit immobilier en neuf, c'est quelque chose de très très compliqué. Parce que vous devez faire appel à une part d'imaginaire. Cette part d'imaginaire, aujourd'hui, il faut savoir qu'une des règles de base, c'est que plus la technologie avance, et moins l'homme fait des efforts. Voilà. Aujourd'hui, en gros, le temps d'attention, nous on parle, quand on fait la réalité augmentée, on parle de story living, on ne parle plus de storytelling. On peut plus, les gens, vous leur racontez des histoires, ils ne veulent plus écouter. Aujourd'hui, le temps d'attention moyen pour une génération Z, c'est 7 secondes. 7 secondes, c'est le temps maximum. 7 secondes, c'est... Sachant que le poisson rouge, c'est à 8. Pas grand-chose, quoi. Mais c'est quand même ça. C'est 7 secondes. La captation sur TikTok, c'est 3 secondes. 3 secondes. 1, 2, 3. Ça suit toute la journée. Vous savez que vous avez des handicaps du bois. En revanche, s'il a quelque chose à faire sur son téléphone, si vous lui dites, ben, tu veux vivre cette expérience, fais ça, hop, vous dépassez les 6 secondes. Et là, vous le rendez acteur. Sur la partie dont je voulais vous parler, justement la partie immobilier, quand vous décidez de vendre un appartement sur plan,
ça va être hyper compliqué. Ah, bah, il était là. Voilà, bah, on est rentré en même temps dans la réunion. Je dois rentrer avant toi, tu sais bien, c'est moi le patron de la réunion. On va recommencer. Hop. Voilà, bisous. Et on s'est dit, visiter un projet ou un appartement sur plan, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que... Non, voilà. Trop tard. C'est assez complexe parce que vous n'êtes pas... vous voyez tout ce que j'enlève là? C'est bon, on a un peu de ressources. C'est assez complexe parce que vous n'êtes pas toujours... vous ne percevez pas l'environnement à sa taille, à son volume, sa distance. Vous ne voyez pas tout ça. Et là, quand vous le faites avec... quand vous allez vous balader dans l'appartement avec un téléphone, j'essaye là encore, hein, j'espère que ça va être bon, si c'est pas bon, ça va. Voilà. Voilà, ok. Vous voyez ce plan là, c'est un plan d'architecte. Okay. Et une petite ligne, je ne sais pas si vous la voyez, elle vient de rentrer en fait. Donc il y a une petite ligne, okay. Et cette petite ligne, si je décide de la faire disparaître, c'est que je vais me mettre à l'échelle 1. Le problème c'est que, n'ayez pas peur, hein, vous allez avoir l'appartement sur vous, c'est très compliqué. Donc je vais me mettre à l'échelle 1, vous voyez, ici, comme ça, je vais zoomer, voilà. Et voilà, mon trait a disparu, je suis à l'échelle 1. Donc là, je suis dans mon appartement en fait. Et l'appartement, je l'ai posé ici dans la salle. Donc quand je me balade dedans à l'échelle. Et je discute avec quelqu'un et je lui dis, bah regardez, alors sur votre gauche là, vous avez la bibliothèque. Si vous avancez là-bas, bon, on vous a mis un aquarium, mais est-ce que la couleur du mur, ça vous va? Ah non, j'aime pas cette couleur, je trouve ça nul. Bon bah voilà, hop. Là je vais lui dire, je vais venir ici, je vais venir mettre un post-it pour lui dire à quel point c'est pas bon quoi. Et lui ça il va le voir. Et je vais pouvoir interagir en même temps. Alors, on peut se déplacer parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer la dernière application, on se déplace directement au doigt. Mais une visite, quand vous achetez un 30 mètres carrés, c'est un 30 mètres carrés. Vous allez dans votre jardin et vous vous baladez et vous prenez vraiment conscience de la taille, de l'environnement, etc., des perspectives. Là, vous voyez, si je regarde bien, là, on voit la fenêtre. C'est-à-dire que l'appartement, je l'ai posé et puis on voit les tableaux de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis vraiment dû le poser ici à l'intérieur. Et ça finalement, c'est ça l'unité de lieu qu'on recherchait à voir. C'est ça la fameuse unité. Il y a très peu de temps, on nous a dit, on s'est rendu compte que cette unité de lieu aussi, elle n'était pas forcément liée à l'emplacement où se trouvait chacun. On a travaillé avec une société qui s'appelle Symbiosis, dans les voitures du métavers. Les voitures du métavers, c'est la première boîte française, c'était Ensemble Auto. Ils ont dit, ok, nous on va faire des voitures, des super voitures en NFT. Donc, quand tu achètes ta voiture, tu pourras l'utiliser dans des jeux vidéo, tu pourras l'utiliser dans des plateformes, tu pourras la quitter, etc. C'est ta voiture à toi. C'est-à-dire que les jeux ils vont évoluer, mais ce sera toujours ta voiture. Ils ont fait ça avec des designers de chez Porsche, etc. Et puis ils nous ont dit, bah voilà, on voudrait un espace, on puisse aller mettre un NFT, etc. Donc on l'a fait. Puis, très rapidement, ils se sont dit, vous savez, nous on est sur la blockchain Elrond. Il y a un événement au Palais Brognard sur la blockchain Elrond, on voudrait y participer, on voudrait faire quelque chose pour tous se retrouver à l'intérieur. On dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, en fait, nous, on a créé ce qu'on appelle finalement une espèce de mini-métaverse qui est lié à l'événement. Mais toujours pareil dans un téléphone mobile. Et en gros, pourquoi on a fait ça? Parce que la journée de participation au Palais Brognard, c'était 600 €. Les fans, ils n'ont pas 600 €. Une journée de salon, 600 €. On a dit, bah, vous savez ce qu'on va faire? Nous, on va faire un salon gratuit. On va en profiter. Déjà de la blockchain. Et là, je vais le faire et on va rentrer tous les deux à l'intérieur. Donc, on a reproduit ça. Cette fois-ci, on n'a pas mis de porte. Et puis, on s'est dit, ok, on peut tourner, on peut avancer, mais c'est compliqué parce que je suis dans un studio, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, je bloque le gyroscope. Et là, je vais venir et je vais me déplacer. Tout simplement, en tapotant mon écran. Et là, hop, je vois qui, vous m'entendez? C'est Antoine. Voilà, Antoine est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il ne bouge plus, Antoine. Pas dans le tableau, s'il te plaît. Voilà, hop. C'est à côté de moi. Voilà. Antoine est ici. En fait, c'est une petite capsule. Alors nous, on a dépersonnifié l'avatar complètement. Une petite capsule, il y a son prénom au-dessus, Antoine. Et on parle en son spatial. C'est-à-dire que quand on est à côté, comme dans la vraie vie, on s'entend.
Si on se dit, non, là, il y a trop de monde, on va aller discuter à l'extérieur, on rejoint sur le perron, et là, on va aller à l'extérieur. Et on va aller à l'extérieur, on va faire des discussions ici. Vous savez quoi, on a rentré 600 personnes là-dedans dans un téléphone. Au début, j'y croyais pas, moi, la première fois qu'on l'a développé, j'ai dit, vous y croyez, les gars, ça, ouais. Et en fait, j'ai passé toute la soirée, pourquoi? Parce que je discutais avec des gens. Je discutais avec des gens et je leur disais, mais t'as vu le tableau là-bas, il est génial. Ah ouais, où ça? Bah là, dans la salle, là, celui-ci, là. Ah ouais, c'est sympa. Et je parlais avec la personne qui était à côté de moi. Et je faisais ça avec un simple téléphone. Donc ce que je veux vous dire, c'est que cette puissance, en fait, aujourd'hui, énormément de gens qui travaillent dessus. On vous a parlé d'Apple, ce que fait Apple en ce moment. Il faut savoir que les capacités de nos téléphones, c'est aujourd'hui un iPhone comme celui-ci, un iPhone 13, ça correspond à un des meilleurs ordinateurs en termes de processeurs qu'il y avait il y a 2 ans. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. La technologie qui est embarquée dedans. Des fois, j'ai des clients qui me disent, ah, j'ai acheté un super téléphone chinois, il s'appelle Oppo. Alors, t'en es content? Ouais. Ben, tu sais qu'ils t'ont vendu le téléphone et toutes les licences ARKit, AirCore, de réalité augmentée, etc., elles ne sont pas dans ton téléphone. Vous vous rappelez l'époque où on achetait des PC où en fait ils étaient vides. Il n'y avait absolument aucun logiciel dedans. Ben, aujourd'hui, il y a des constructeurs qui commencent à faire ça avec les téléphones parce qu'ils savent très bien qu'en natif, dans le téléphone, on peut faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez avec un simple téléphone, demain vous le ferez avec un casque. Ce que vous voyez aujourd'hui avec votre téléphone, les expérimentations qu'on a faites aujourd'hui, elles vont encore s'amplifier. Pourquoi? Parce que dans un téléphone, vous avez une caméra devant, une caméra derrière. Ça vous permet de faire des selfies. Okay. La caméra qui est derrière le téléphone, c'est un peu technique, mais c'est la caméra la plus puissante. C'est avec celle-ci qu'on détecte le sol. Et c'est vraiment des expériences lidar. Aujourd'hui, quand je vous dis que la réalité augmentée, c'est un nouveau monde qui va nous entourer, je vais vous montrer une application. Alors, elle n'est pas de moi, mais je trouve ça très sympa. Merci pour toutes ces belles démos. Mais oui, là, dans ton métaverse, les 4 minutes ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous. Alors pourtant, il y a eu 2 fois la musique. J'espère que ça vous a plu. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, le métaverse reste un outil digital, consommateur d'énergie, alors que c'est l'un des enjeux majeurs pour les entreprises, qui est l'écologie. Donc, Grégory, comment est-ce qu'on peut concilier digitalisation et respect de l'environnement? C'est marrant, tu as dit un truc très drôle, c'est que quand tu as commencé à développer, ton téléphone il chauffait. Et ben nous, c'était pareil. Quand on a commencé à développer, on était 2 dans la plateforme et l'ordinateur il moulinait, ça crachait les Macs, ça crachait tout. Donc il fallait y remédier parce que c'est pas du tout écologique. Et plus on va aller vers des mondes en réalité augmentée, en VR ou en 3D, etc., ça va consommer des ressources. Et malheureusement, il va falloir s'équiper, ça va consommer de l'électricité. Nous, dès le début, on s'est dit non, c'est pas un modèle dans lequel on court, c'est pas une course dans laquelle on veut s'engager. On veut plutôt prôner l'accessibilité des mondes virtuels qu'on fait. Donc dès le début, on a pris le pari de se dire on va optimiser à fond l'engin graphique. Donc on tourne sur un moteur de jeu vidéo, on a coupé tout ce qui consommait du jeu vidéo. Pourquoi? Pour optimiser la consommation du CPU, donc du processeur, et aussi optimiser la consommation de la RAM. Quand on optimise ça, on optimise la consommation électrique. Et on permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un iPhone 13 d'aller se balader dans des mondes virtuels. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients en Asie, aux Philippines, au Myanmar notamment, qui ont des expériences de monde virtuel, qui se retrouvent à 3000 dans des événements, qui font du peer coding, etc., qui n'ont pas accès à une technologie qui est chère. Ils ont soit un téléphone très standard, donc le Oppo ou un autre, et un ordinateur qui est le plus traditionnel possible. C'est une vision un peu utopique. C'est une volonté aussi, vous, en tant qu'acteur, des choix que vous allez faire, c'est de se dire, soit on se dit, on se focus tous, on veut le truc, il nous faut un ordinateur qui coûte 3000 €, un casque qui coûte 2000, ou alors on utilise des outils qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, qui consomment moins d'électricité, et surtout qui sont accessibles et qui vont permettre d'onboarder le plus grand monde possible. On a fait beaucoup d'événements avec des 5, 6, 7 000 personnes, et les 3/4, ils avaient un téléphone. Donc c'est hyper important aujourd'hui aussi de se dire que le web, 85% du web, et d'ailleurs tu fais bien de développer sur mobile, hein, c'est fait depuis un téléphone. S'il faut un téléphone qui est cher, s'il faut un téléphone qui permet pas d'embarquer aussi le reste du monde,
tout ce qu'on fait, ça n'a pas de sens et on va continuer de créer des frontières technologiques tout en ayant une consommation électrique qui est absolument dingue. C'est pas notre philosophie. Vous avez le choix. Et en plus de ça, en parlant aussi d'écologie, nous, dès le début, on s'est dit, tout ce qu'on fait, on utilise des technologies qui sont open source, que des gens ont développées, que des gens contribuent. Donc on a donné le code source de notre application, de notre monde virtuel. Je ne sais pas si ça vous parle GitHub, ça doit parler pour les devs. Aujourd'hui, on a 3000 stars sur GitHub, donc on fait partie des plateformes de monde virtuel qui sont les plus suivies au niveau mondial. On fait partie aussi des projets qui sont en TypeScript, en JavaScript les plus innovants. Donc c'est GitHub pareil qui nous a identifiés. Donc on peut faire des choses qui ont un impact écologique, qui ont un impact aussi sur l'accessibilité et qui permet d'embarquer un maximum de gens. Et c'est aussi le rôle de la technologie. Il ne faut pas que ce soit réservé à une élite, à une société occidentale, etc. Il faut qu'on ait un maximum de personnes pour qu'elles puissent se mixer en fait. Quand on fait un poker avec 100 communautés NFT, il y a des gens du monde entier qui sont là. Et ils se mélangent et ils ont une expérience qui est hyper sympa. Donc c'est notre philosophie, ce qu'on a voulu faire depuis le début. Maintenant, c'est vous en tant qu'acteur, en tant que vous allez choisir quelle plateforme vous utilisez, pourquoi, à quel moment. Le use case, il est clé. C'est que si on utilise une plateforme, il faut un use case. C'est pas faut faire beau, faut faire waouh, faut faire des slides et on va faire un peu de buzz sur LinkedIn. Il faut un cas concret. S'il n'y a pas de concret, il n'y aura pas d'engagement derrière et ça va faire des grosses boîtes du CAC 40 qui ont acheté des terrains virtuels et qui en font rien. On peut en citer plein, et elles n'en feront rien parce qu'en fait leurs utilisateurs ils sont pas là. Donc aujourd'hui, avoir un cas concret pour avoir une expérience dans un métaverse, c'est le point d'entrée. Il faut commencer par là, et après c'est se dire ok, il y a tout un éventail de plateformes possibles. C'est quoi la philosophie de la boîte? Est-ce qu'on est dans quelle logique? Qu'est-ce qu'on veut tester, etc. Et après il faut faire ses choix en fonction de ça. Merci Grégory. Il y a un autre enjeu plutôt essentiel pour une entreprise, ça reste de faire du business. Donc du coup, Stéphanie, quels conseils vous pourriez donner aux entreprises qui souhaitent s'installer dans le métaverse et est-ce que c'est adapté à tous les secteurs ? Alors, ce que je vais vous dire là, on regardera les vidéos dans 10 ans et on verra si j'ai raison. Je vais vous parler d'intuition. Nous, on a l'intuition au sein du groupe Casino que oui, ça peut être adapté à toutes les industries et tous les secteurs d'activité. Au sein de notre groupe, on va se parler 2 secondes de ce qu'on a fait. On a commencé à utiliser la technologie de la blockchain sur nos sujets logistiques et notamment dans notre filiale Cdiscount. Pour tracer les gros colis sur la chaîne logistique pour éviter les pertes qu'on avait de certaines palettes ou sur le bordereau de livraison d'une étape à une autre, il nous manquait des colis quoi. Et donc avec la certification en fait via des NFT qui sont infalsifiables et qui vous permettent une transmissibilité toujours infalsifiée, ça nous permettait d'être certain que on savait aller chercher la responsabilité de la personne qui avait en charge les colis et pas uniquement de tracer le colis lui-même. En fait, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il montre plusieurs choses. Il montre le fait que les NFT, contrairement à l'image qu'on peut avoir dans un groupe comme le nôtre, ne sont pas, et évidemment on en a fait aussi, que des outils marketing, de relations clients, etc. C'est aussi une nouvelle relation à nos fournisseurs, c'est une nouvelle relation à des process d'entreprise qui ont été pensés pour suivre un colis. Et là, finalement, on s'en fiche de suivre le colis. Ce qu'il faut, c'est suivre la responsabilité et donc la personne qui est en charge. Et si vous avez perdu votre colis, c'est à elle que vous devez vous adresser et elle le retrouvera puisque c'est elle qui est responsable. Et en fait, ça montre bien que c'est un mindset complètement différent, une forme de révolution de la façon et les cadres de pensée qu'on a tous dans nos secteurs d'activité. Et je vous me défie, et on pourra faire l'exercice après si vous voulez, de trouver un secteur d'activité dans lequel, si on y réfléchit ensemble, on n'a pas un nouveau truc que la technologie blockchain et tout ce qui est associé, c'est-à-dire les NFT, la tokenisation, les crypto-monnaies, les métaverses, etc., peuvent venir transformer. Donc moi, je crois beaucoup au fait que oui, forcément, ça change un peu tout ça. Comment faire du business avec ça ? C'est là où il va falloir être créatif. Globalement, nous, ce qu'on a fait, c'est que je vous ai parlé des colis, mais on a aussi évidemment été créer des réponses, parce que je crois beaucoup au fait qu'on n'a pas plaqué des besoins qui n'existaient pas. En réalité, les clients, tous les jours, et nous sommes tous clients d'enseigne, tous les jours, on a des besoins. On exprime des besoins qui sont des besoins sociologiques, de ne pas donner nos datas personnelles, par exemple, à n'importe qui. On exprime le besoin de posséder ce qu'on a vraiment, mais sans que ça prenne trop de place dans nos habitations au prix du mètre carré à Paris. Enfin, tout ça, c'est des besoins qu'on a. Aujourd'hui, on n'est pas toujours en capacité de dire j'ai trouvé la solution.
Et ça, c'est notre rôle en tant qu'entreprise de dire, eh ben, nous, on a été explorer plein de solutions possibles. L'une d'entre elles est assise sur la technologie blockchain et on va vous la proposer. On voit après le répondant. Et nous, on est vraiment dans cette phase-là, en ce moment, de test and learn, où on pense avoir trouvé des solutions à la privacy de la data et tout ce qui est RGPD, en disant, mais finalement, quand une enseigne vend un produit et on veut absolument savoir finalement des datas personnelles parce que c'est ça qui est monétisable, etc., etc. Moi, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que je m'appelle Stéphanie, que je suis mariée, que j'ai 2 enfants pour me vendre des habits pour ma petite fille? Est-ce que d'ailleurs il faut vraiment savoir tout ça sur moi? Est-ce que c'est pas plus intéressant de savoir que moi j'ai absolument pas le temps de faire ce shopping-là, qu'en fait c'est ma sœur qui n'a pas d'enfant qui achète pour eux et que c'est à elle qu'il faut envoyer les pubs? Ça c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant d'aller suivre le produit, le NFT, la preuve d'achat peut-être. C'est aussi beaucoup plus intéressant d'aller suivre le produit et son cycle de vie. On parle beaucoup de réutiliser, de vendre sur Vinted, d'aller recycler, etc. Si on avait une traçabilité de ça, plutôt que de savoir si Stéphanie un jour a acheté du Jacadi ou du petit bateau, je ne veux pas faire de pub, voilà. C'est ça qui est intéressant. Et donc, à partir du moment où on pense différemment, on peut réinventer un système un peu différent. Donc nous, ce qu'on a fait, je vais vous donner un exemple très concret avec les clients et comment on a repensé ce contrat finalement avec le client, c'est qu'on a envoyé, par exemple, des NFT gratuitement. Alors déjà ça, envoyer des NFT gratuitement, les clients étaient persuadés que c'était un truc hyper spéculatif. Eh ben non, le NFT n'est pas qu'une image spéculative et je lutte contre ça. Le NFT, c'est avant tout du code informatique et vous y mettez bien ce que vous voulez. Donc nous, on a fait des petits avatars, des petits personnages très rigolos pour notre enseigne Leader Price, le club Leader Price, qui est un site de déstockage. Et on avait créé une famille de 10 avatars un peu différents. Vous avez le livreur, le vigneron, l'enfant, voilà. Si vous tombez sur le livreur, vous avez vos frais de livraison gratuits pendant 2 mois sur toutes vos courses. Si vous tombez sur le vigneron, vous allez avoir moins 10 ou moins 15% sur la cave. Voilà. Donc ça, c'était déjà un truc assez sympa, assez rigolo de dire vous pouvez faire ça. Et puis on a aussi évidemment acheté des parcelles dans des plateformes de metaverse. Et l'idée c'était d'y aller en ayant ce use case qu'on voulait absolument développer, qui est un terme très connu dans l'univers Web3, qui s'appelle le play to earn. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue plus uniquement pour le plaisir de jouer, le fun en anglais, le game. On joue aussi pour l'enjeu, le stake. Et donc aller gagner pour avoir et posséder quelque chose, le monétiser et l'utiliser dans la vraie vie, ça nous paraissait être un nouveau contrat quelque part social avec le client, de dire je te propose de l'émotion, de l'engagement, de l'expérience, etc. Mais surtout, ça me permet aussi, moi, en termes de business, de faire du drive to store, de faire quelque chose qui me ramène du business. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Si vous voulez, peut-être on peut montrer une petite image sur le YouTube. Je vous montre une vidéo d'1 minute. Alors je dis je montre, mais je délègue ça. Je suis désolée. Voilà, on a créé un petit jeu. Attendez, je me mets là pour voir ce que je vous commente. On a créé un petit jeu. Alors vous voyez, c'est très voxelisé. C'est comme des pixels en 3D, donc ça s'appelle ça voxelisé. Pourquoi ? Parce que nous, on a typiquement fait le choix d'aller sur des plateformes qui sont très accessibles avec n'importe quel ordinateur, pas une grosse carte graphique, très facile. Donc celle-ci s'appelle The Sandbox. Donc ça ressemble en gros à du Minecraft des années 80 et c'est volontaire. Et donc on a fait des petits personnages, vous voyez, qui vont avoir des quêtes. Donc il y a une quête où on a créé tout un monde virtuel avec la colline des tomates enchantées. Voilà, je vous dévoile pas tout, comme ça vous irez jouer. Vous devez évidemment faire des choses qui sont en lien avec ce que vous retrouverez sur le site Leader Price, le club Leader Price. Et au fil de vos aventures, en plus de gagner votre quête, vous pouvez trouver, à certains endroits que je ne dévoilerai pas, des QR codes qui vous permettent d'avoir des réductions sur vos prochaines commandes. Et ça crée de l'engagement, ça crée de la curiosité évidemment, et ça crée du coup une nouvelle relation aussi à la façon dont on ramène des gens en magasin, dont on crée une fidélité et quelque chose qui vient s'implémenter. Un autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est que on a compris à travers les différents tests qu'on avait pu faire que ça crée aussi un nouveau rapport finalement dans lequel vous n'existez plus en tant que marque, mais les gens entre eux. Et le rapport à la communauté
Et les communautés qui se créent autour de ces environnements gaming, metaverse, play to earn, play to learn aussi, parce qu'on peut faire des jeux pour apprendre. Ça nous a paru super intéressant. J'ai pas le temps là, parce que sinon la musique va sonner. Mais on en a activé quelques-uns, et notamment dans des espaces comme ça, un peu virtuels, via notre appli LCLP, comme le Club Leader Price Wallet, où une fois que vous avez votre NFT, vous pouvez l'échanger. Typiquement, si je suis tombée sur le vigneron, mais je bois pas d'alcool, mais par contre je commande tous les jours, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir les frais de livraison gratuits, je peux l'échanger avec quelqu'un qui voit une valeur différente. Ça nous permet aussi de tester quelles sont les offres qui intéressent le plus les clients, de tester les usages et de réactiver un peu des choses qu'on aurait mises ensuite à grande échelle. Et ça permet aussi de tester des communautés physiquement. Et donc nous, sur une autre opération pour notre enseigne Monoprix, on a pu tester le fait de réunir des porteurs de NFT d'une collection bien précise qu'on vendait aussi en magasin. Alors ça s'est fait au mois de juillet, un vendredi soir à 18h dans le magasin de Montparnasse. Il faisait chaud, c'était les soldes, c'était le week-end du 14 juillet. On s'est dit si on a quelques clients qui viennent, ce sera un moment sympathique. Voilà. On a été un peu débordés par l'événement. On a dû demander aux gens de sortir à 22h30 parce que le magasin allait fermer. Ils étaient restés pendant 4 heures. Et il s'est passé un truc sous nos yeux qui était incroyable de se dire mais c'est des gens qui ne se seraient jamais rencontrés sinon. Ils sont venus vraiment nombreux. Échanger autour de cette collection NFT, du coup de la marque. Certains n'avaient jamais vraiment acheté chez Monoprix, mais du coup étaient venus, ont découvert, et il y a une espèce d'attachement qui s'est fait. On s'est parfois avec certains échangé de LinkedIn, des adresses email. J'ai reçu encore il y a 15 jours des emails de clients qui continuent à rester en contact avec nous et nous dire que Monoprix a changé leur année parce qu'ils avaient moins 10% du coup sur toutes leurs courses grâce aux NFT. Enfin voilà, c'est des anecdotes, mais qui montrent, en tout cas nous, qui nous confortent dans l'intuition qu'il y a un truc derrière ça et qu'il y a quelque chose qui vient révolutionner la façon dont on pense le business. Donc ça reste de l'ordre de l'anecdote, évidemment, on n'est pas encore à grande échelle, il faudra le tester pour aller plus loin, mais en tout cas, faire du business, c'est pas uniquement vendre, ça peut aussi être distribué gratuitement, ça peut être instaurer un nouveau contrat social avec le client qui est je respecte ta data, mais par contre j'ai accès au produit finalement que j'ai créé, je sais où il va finir et comment il va circuler dans la société, et ça je crois que c'est quelque chose qui est très important pour que les marques puissent inventer des use cases, on en parlait, qui répondent à des besoins sociologiques, à des besoins business et à des besoins de se réinventer tout simplement. Merci Stéphanie. Alors, dernière question, avant les questions-réponses. Pascal, alors, est-ce que le métavers sera notre futur lieu de travail ? Il va falloir que je fasse court, là. C'est ça ? Non, je te plaisante. Est-ce que le métavers sera notre futur lieu de travail ? Ça, c'est une super question. Alors, mais quand je t'écoute, Michel, je me dis, il va falloir que je fasse des hangars super grands pour que les gens puissent se balader dans des trucs gigantesques, pour aller se projeter dans le métaverse de Grégory. J'imagine plein de choses, ou alors dans mon petit appartement de 10 mètres carrés, finalement, il va falloir que je sorte dans la rue pour aller faire mon expérience de métaverse avec mes collègues, parce que c'est pas assez grand. Peut-être que la technologie me proposera d'autres choses. Donc non, mais je crois qu'il y a un truc que vous dites un peu tous, c'est le métavers, c'est sans doute aussi l'opportunité de créer des expériences nouvelles, clairement infinies pour les entreprises. Et je pense qu'on est juste en train de toucher du doigt ce que l'expérience collaborateur va développer demain dans les entreprises. On n'a pas encore tout. Je pense que la technologie est en train encore de développer plein de choses. Quand je prends l'exemple de ce que vous montriez tout à l'heure, quand vous discutez, moi, quand nous, on conçoit des bureaux, il y a un truc assez simple. Et tu parlais de Teams, avec l'espèce du Teams, du café Teams. Alors c'est marrant, ça m'a fait rire parce qu'on a fait la même chose chez nous, le café Teams. Alors on a fait une salle Teams et on s'est dit ouais, café tous les matins, parce qu'on avait un rituel au bar. Et on revient au rituel dans les entreprises. C'est un truc qui est très humain. Et il faut des rituels, et il faut être ensemble. C'est comme ça qu'on va créer de la cohésion et de la confiance dans les entreprises. Et on avait notre bar, et en fait, tous les matins à 9h, on avait un petit déjeuner, et on avait notre rituel entre nous, de partage, et on venait au bar, et on se racontait nos moments passés de la journée, soit d'il y a quelques jours ou d'il y a quelques semaines, et les gens retrouvaient comme ça le fil de l'entreprise, le fil de vie de l'entreprise. Voilà. Et quand on a fait la salle Teams, ça marchait pas du tout. Mais pas du tout. Et pour une seule raison, c'est qu'en fait, il y avait que 2 personnes qui parlaient. Et pourquoi il y avait que 2 personnes qui parlaient ? C'est qu'il y avait qu'un seul canal audio. Et en fait, ça, c'est un truc qui technologiquement est en train de changer. Donc, pour le coup, je sais pas si tu en as parlé, mais toutes les technologies du son binaural et de la spatialisation du son
son spatial. Donc ça a c'est un autre nom. C'est ça. Et donc c'est ce qu'on appelle, enfin ce que les scientifiques appellent le son binaural, qui reproduit exactement le son tel que votre tête l'entend. Donc mon oreille gauche n'entend pas le son à la même vitesse quand il vient de la gauche ou de la droite, ou quand il vient de derrière, de devant, d'en haut ou d'en bas. Et donc du coup, je peux dans une salle de réunion savoir si les gens parlent à ma droite ou à ma gauche. Ça change au niveau de la conception de nos environnements beaucoup de choses, parce qu'il va falloir que je me représente aussi dans l'espace physique, de la même manière que je me représente dans l'espace virtuel pour savoir et me déplacer vers des gens. Et je vais peut-être pouvoir dans un espace mutualiser une quinzaine de conversations et je vais me déplacer vers une conversation ouverte et elles sont pas toutes fermées dans des bulles. Je crois que c'est un des enjeux aussi du métaverse, c'est qu'on aurait tendance à vouloir complètement enfermer la discussion, mais du coup on perd le côté informel, le côté impromptu, où tiens je te croise dans un couloir, qu'est-ce que tu deviens, et rattraper une discussion qui est en cours. Vous avez toujours cette expérience quand vous êtes au bar ou à table, il y a une discussion qui est en train de se passer à côté de vous et vous attrapez quelques mots et puis vous réengagez dans la discussion. Et ça c'est votre libre arbitre. Et c'est ce que vous permettent les autres collaborateurs dans votre environnement. Ça, c'est des enjeux pour le métaverse demain, intégrés dans nos environnements de travail. Et je crois que c'est peut-être, je pense que c'est le grand enjeu. Hein. Métaverse, clairement, je pense que tu l'as dit, c'est une évidence. Et ça va être attaché à nos environnements de travail, de la même manière que le Teams y est aujourd'hui attaché. Et par contre, les expériences sont encore à réinventer. Et on en a beaucoup à aller chercher en termes d'expérience collaborateur, de créativité, d'innovation, de partage, de connaissances. Il y a beaucoup de choses à faire et sans doute des choses qu'on touche pas encore du doigt, mais qu'on va découvrir tous ensemble dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une belle aventure pour les communautés. Ouais, exactement. Merci. Merci beaucoup à vous quatre.